On profite de ce petit moment de calme où on est bloqué dans un bouchon en Allemagne, chez les maïgeurs de saucisses, pour peut-être, je pense, peut-être une bonne heure, hein, puisque tout le monde est à l'arrêt. Hein. À l'arrêt, 2 voies de camion, peut-être non. J'ai jamais vu autant de bouchons de merde qu'en Allemagne. Franchement, ces autoroutes, elles sont bien parce que tu peux rouler vite, mais c'est le seul avantage. Alors, du coup, on ne sait pas, forcément ce matin on est parti de bonne heure, on ne s'est pas arrêté tout de suite pour boire le café, et heureusement, je suis en train de me faire le café. Tu vois, bon, ça c'est sur des kilomètres. Là, on a doublé des camions, je sais pas sur combien de kilomètres, des camions à l'arrêt comme ça. Oui. Peut-être sur énorme, un bouchon énorme. Bon. Joël Windsor qui me demande ce que j'utilise comme drone. Alors j'utilise comme drone, je pense que tu fais référence à la dernière vidéo à Varsovie où on a l'impression qu'un drone nous survole. En fait, c'est pas un drone, c'est une caméra 360 avec une perche qui fait plus de 3 mètres de haut, une perche en carbone pour qu'elle soit pas trop lourde. Parce qu'elles ne sont pas trop lourdes. Et ensuite, tout se fait à la post-production, au montage, où on choisit les angles de vue, bien sûr, pour pouvoir avoir cet effet drone. Mais ça n'est pas du tout un drone, c'est une toute petite caméra qu'on appelle l'Insta360, qui existe également chez GoPro. Hein. Après, en drone, moi j'ai un Mavic Pro Platinum, un ancien drone que j'utilise plus beaucoup, et j'ai un DJI FPV. Voilà. J'aurai l'occasion de le présenter à l'occasion. À l'occasion, je vous montrerai un petit peu avec quoi je filme. Bonjour Pascal, peux-tu me renseigner sur une gyro-roue de qualité? C'est Patrick Excusez-moi, mon vieil âge. Patrick Le Rouxel qui nous demande donc une gyro-roue de qualité. Alors je te dirais naturellement, et on te le dira tous les deux, hein, chatounette, que la Kingsong, forcément Kingsong fait des différents produits pour différentes utilisations, qu'aujourd'hui c'est importé en France avec un importateur qui a pignon sur rue et puis qui peut te gérer les garanties. Donc naturellement, moi mon choix se porterait sur une Kingsong, bien sûr. Sans compter que bon, ils ont, tu vois, Eva par exemple a une KS16S. Moi j'ai une KS16X, donc la mienne est un peu plus sportive, un peu plus rapide. Celle d'Eva c'est une 16 pouces avec une roue un peu plus étroite. Je dirais que pour débuter, tu peux même opter pour une 14. Il y a la 14 également. La 16S, je pense que pour débuter, elle est pas mal aussi. Et elle peut te permettre d'aller un petit peu plus loin après et d'éviter de changer ta roue une fois que tu seras un peu plus expérimenté. Maintenant, on réfléchit à remplacer sa roue parce que il y a quand même des limites. Moi, je passe quasiment partout. Eva passe partout, mais la roue, elle est un peu moins confortable. Hein, ouais, elle bouge un peu plus. Pascal, il a essayé la dernière fois, la mienne, il n'arrive pas. je pourrais pas. Je pourrais pas. En fait, si on roule sur du billard en ville où les trottoirs ou la route est propre, il n'y a pas de problème. Sitôt que tu as des rainures, là en Pologne, on a vu beaucoup de
chemin avec des sols autoclaves et ça fait des lignes. Et alors la roue elle a tendance à prendre les lignes et à louvoyer un tout petit peu quand elle prend ces lignes. Voilà. Ça c'est ce qui est un peu, je pense qu'il y a les limites par rapport à la mienne, elle a un peu plus de limites. Voilà. Mais moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est très maniable Par contre c'est vrai. Il suffit que je regarde dans une direction, je les tourne légèrement, elle va. Après, c'est toujours le coup de s'habituer, parce que moi, je me rappelle quand j'ai pris ma nouvelle roue, j'ai eu du mal au début. Vraiment, pour moi, c'était compliqué. Et après, voilà, on assimile et ça va tout seul. Isabelle Test Vuide qui nous demande s'il faut un test PCR quand on passe la frontière. Légalement, oui. Légalement, quand on passe, alors pas la frontière allemande quand on est passé, maintenant, je ne sais pas si sur le retour, ils n'ont pas changé leurs règles, mais à l'aller, on pouvait traverser l'Allemagne sans test PCR, même si arrêté, je crois, d'après les renseignements qu'on avait pris avant de partir. Par contre, en Pologne, logiquement, il faut un test PCR. Dans la mesure où le test PCR, on n'est pas contrôlé, voilà, je me demande si c'est bien utile. En fait, il n'y a personne qui nous a contrôlés et quand on est arrivé en Pologne, on s'est rendu compte que les règles, elles sont nettement plus souples que chez nous. Ça n'a absolument rien à voir. Alors on a des grandes enseignes, il y a des grandes enseignes où c'est un peu, où on voit que les gens portent le masque, dans les services administratifs aussi, l'office du tourisme, ils ont le masque. Il y a les grands hôtels, il y a le masque également, mais dans tout le reste, il n'y a pas de masque. Nous, on est allé au restaurant, on n'a jamais mis le masque. Voilà. Dans les bars, pareil. Il n'y avait pas de masque. Donc, je te dirais, à ton jugement, je pense que... Je vais lui demander peut-être. Vas-y. Gut ankommt. Bitte Vorsicht auf der 3 Alors? Quel cauchemar, ça fait 1h30 qu'ils sont là, à l'arrêt. On aurait pu se sauver juste l'avant-sortie, c'était ça le truc. C'est un accident mortel, c'est grave, un bus avec un camion. Il y a pas mal de morts, ils sont en train de réanimer. On ne sait pas combien de temps ça va durer encore. On a de la chance, il y a des buissons là plus loin si jamais. Si jamais de faire pipi. On a élitiste misanthrope qui nous demande quelles conditions pour circuler en CC en Suisse. Pas de conditions particulières si tu es hors des autoroutes. Par contre, si tu es sur une autoroute ou tu optes pour la vignette, tu es obligé, tu achètes la vignette qui dure toute l'année pour les 3,5 tonnes. Si tu as un poids lourd, si c'est un camping-car poids lourd, il te faut t'arrêter à la douane. Ils vont te donner un document que tu vas payer. Je sais plus, je crois que c'est un petit peu moins cher que la vignette, où tu auras droit de passer 10 fois. Tu auras 10 passages en Suisse, où à chaque fois, il va falloir que tu remplisses la date d'entrée et la date de sortie. Et ça te permet de faire 10 trajets, on va dire, en Suisse. Voilà, à chaque fois après, il faut renouveler. Sinon, le camping sauvage est interdit. Donc, alors, il y en a quand même qui campent, mais normalement, tu n'as pas le droit. Tu es obligé à chaque fois d'aller camper dans un camping ou une structure, un parking prévu à cet effet. Christo Disto qui nous demande pourquoi on ne prend pas le CC pour partir en Pologne. En plus, ça nous coûterait moins cher en hôtel, en hébergement. Alors, on l'a évoqué. Pourquoi on n'est pas parti en camping-car, parce que déjà le coût du carburant est beaucoup plus élevé, qu'on circule beaucoup plus lentement avec un camping-car, ça va beaucoup moins vite et que nous on avait quand même un temps limité. Mais c'est vrai qu'en ayant fait la côte baltique, on s'est arrêté 2-3 fois, on regrette quand même, on s'est dit c'est vrai qu'en camping-car ça aurait été vachement sympa. Ouais. Mais pas assez de temps aussi. C'est ça, si on avait plus de temps, il faut au moins 3 semaines, je pense. Si tu décides de partir en camping-car en Pologne, oui, prévois au moins 3 semaines, je pense. Impérativement. Est-ce que ça serait moins cher? Ça, c'est pas sûr. C'est pas certain, non, parce qu'en fait, les hébergements en Pologne, quand tu stationnes ton camping-car, ça varie entre 17 et 30 euros. Donc, c'est pas très très bon marché non plus. Attention. Ce qui veut dire que l'hôtel, tu mets pas beaucoup plus. Si vraiment tu vas dans les Airbnb, tu vas dans les petits hôtels, ça te coûte moins cher en fait, quelquefois.
ça. Et puis, comme on vous a déjà montré, le gros problème pour les vidanges, pour des trucs comme ça, c'est encore assez problématique en Pologne. Ouais. Ouais, il faut vraiment se rapprocher d'un endroit où tu peux stationner parce que c'est compliqué. Ce qui fait, voilà, c'est encore un exemple plus qu'il faut plus de temps pour pouvoir chercher, pour pouvoir être... C'est moins... On était trop pressés, nous. John Connor nous demande, Eva, si on va faire une rencontre abonnée ou pas. Bah ouais, ça serait sympa de faire ça. Avec les conditions actuelles, vacciner, non vacciner. Ça c'est un peu compliqué. Tu vois, c'est ça le problème, quoi. Et on voit déjà un peu la difficulté. Est-ce qu'on va pas devoir vous demander tous un test PCR avec... tu vois ce que je veux dire? Alors pour l'instant encore ça va, ça se voit pas physiquement les gens vaccinés, pas vaccinés, mais c'est ce que je disais parce que si les vaccinés s'échangent en zombies dans un... Arrête de dire ça. Ça va être plus compliqué, ça se verra plus vite qu'on n'est pas vacciné. C'est ça le problème. Donc on peut pas trop, non, on peut pas présager de ce qui va se passer. S'il y a plus de 50 personnes, et il y en aurait certainement plus de 50, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Après on peut partir en prison parce qu'on a fait une rencontre abonnée. Mais si pendant la vie de nos générations ça s'améliore un jour encore, oui, pourquoi pas. On sait jamais. Question de Michael Bluman qui me demande si je suis venu au bout de la pesée. Alors j'ai arrêté la pesée avant le double plancher. Dans le double plancher, j'avais pas mal de choses à débarrasser. Et du coup, j'ai arrêté la pesée. J'ai pesé tout l'intérieur du véhicule, tous les placards, sauf le double plancher. Et j'étais arrivé à 800, un peu plus de 800 kilos. Je peux plus te dire exactement le chiffre, mais c'était un peu plus de 800 kilos. J'ai arrêté parce qu'il y a des gens qui commençaient à dire que c'était n'importe quoi et ça perdait un peu l'attention. Voilà, on a remarqué sur les statistiques que à la fin de la vidéo où il y avait la pesée, les gens ils zappaient souvent. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, ça n'intéresse pas grand monde et du coup j'ai arrêté. Mais en tout cas, j'étais dans les clous, hein, ça c'est sûr. J'étais dans le bon poids, avec les batteries, tout, j'avais tout pesé, et on en était à 850, je crois, 880, je sais plus. Eva, il y a une question qui était demandée à Eva, mais on n'arrive plus à retrouver la question, donc on ne peut pas te dire qui c'est exactement, mais est-ce qu'Eva compte toujours acheter un camping-car? Tiens Eva, je te laisse répondre. Oui, moi je bien bois sûr, les cafés. toujours. Pour l'instant, j'ai toujours pas de moyens. Mais par contre, ce Laika, peut-être il y aura une surprise avec ce vieux Laika qu'on a pour l'instant. Peut-être, on va voir. Là, j'enlève un peu la crème qui est là parce que j'ai envie. Alors là, je l'ai fait un petit moment, c'est pour ça qu'il y a moins de mousse. J'ai laissé un peu s'égoutter. La dernière goutte. Il y a quand même un peu de mousse. Ah, il y a de la mousse, bien sûr. Ça sent bon. T'as envie d'un café? Alors moi j'aime bien l'odeur du café, par contre boire le café ça me donne toujours un peu mal au crâne. Je suis pas fan. Alan22 qui me demande, j'avais une question, est-ce que c'est idéalement la bonne période pour acheter un camping-car ou plus le moment de vendre son camping-car pour faire une plus-value? Je te dirais que c'est pas si évident que ça, en fait. C'est pas si évident que ça. Alors, faire une bonne affaire, je suis en train de me poser la question de savoir si vraiment il y a une bonne période. Là, je me dis que, selon les conditions actuelles, avec ce qui se prépare, avec ce qu'on vient d'entendre de la part de notre cher président, ça peut laisser penser que ça va se durcir. Et que si ça se durcit, et qu'on passe à un reconfinement, eh bien on va tomber dans une période où là, par contre, il risque d'y avoir un désamour pour le camping-car. Ça risque, mais il n'y a pas de certitude. Parce que ça fait des mois que je dis ça, et jusqu'à présent, on n'a pas vraiment ressenti la baisse des prix. Alors pour certains modèles quand même, je dois avouer que pour certaines catégories de camping-car, ça devient quelquefois un peu plus intéressant. Pour les catégories les moins de 30 000, il y a toujours un peu une euphorie, une folie, et ça part toujours très vite. Je dirais que la meilleure période,
ce serait certainement après les vacances, septembre-octobre, parce qu'il y en a beaucoup qui ont gardé les camping-cars qu'ils avaient à la vente pour partir en vacances et qui remettent ça donc à plus tard. Hein. Ils se disent je revendrai ça quand on aura fini les vacances. Il y en a certains qui les passent en location, donc c'est pareil, en retour de location, ils ont amorti un petit peu le coût et du coup ils consentent plus facilement à faire une baisse de prix. En tout état de cause, le prix affiché, il ne faut pas le tenir pour argent comptant et il ne faut pas hésiter à rentrer en négociation pour acheter un camping-car en fait, hein, parce que souvent on essaye haut et puis quelquefois ça passe pas et du coup on descend son prix. Donc la bonne période, c'est vrai que si tu as ton camping-car à vendre, que tu t'en sers pas et que tu veux essayer, c'est sûr que c'est la meilleure période pour les vendre. Tu peux tenter sans vraiment avoir de conviction en te disant je le vends pas, tant pis, de tenter de le vendre et puis de racheter ensuite au moment où les conditions seront meilleures au niveau des tarifs. Ça, sur un malentendu, ça peut fonctionner. Pourquoi pas. Mais d'établir une règle et de dire ça se vend mieux, ça se vend moins bien, quelle est la meilleure période, c'est avec l'information et les actualités qu'on subit en ce moment, c'est très compliqué de te répondre précisément. Et ça dépend un petit peu de l'actualité, je dirais. Une question de Vive la vie. As-tu des conseils pour le choix et l'achat d'un fourgon ? Le fourgon, alors si c'est un fourgon pour aménager, je pense que le plus adapté, ça reste le Ducato, éventuellement le Volkswagen Crafter, parce qu'ils sont vraiment carrés. Et je pense qu'au niveau de l'aménagement, tu vois, moi mon Iveco, il part en pointe un peu. Hein. Donc c'est vrai que sur le haut, tu as beaucoup moins d'espace que sur un Ducato qui va être très carré. Donc ça va être beaucoup plus facile à aménager. Et tu vas avoir des espaces qui vont être beaucoup plus... il va y avoir plus de volume pour une dimension plus petite que sur un Iveco par exemple. Hein. Les Mercedes c'est pareil, ils partent un peu en arrondi, moins qu'un Iveco, mais ça se rétrécit quand même un peu sur le haut. Si tu parles d'un fourgon aménagé, déjà aménagé, là en fait on subit beaucoup moins les problèmes d'infiltration. Ensuite, il y a des problèmes d'assemblage au niveau du mobilier, mais encore une fois, sur un fourgon, le mobilier travaille beaucoup moins parce qu'on a la structure du fourgon. Hein, on a toute l'ossature, ce qui fait que même si le mobilier est de pas très bonne qualité, il ne va pas travailler comme dans un camping-car. Dans un camping-car, le camping-car, lui, il bouge beaucoup plus, parce que la structure, elle est beaucoup moins solide. Hein, elle est beaucoup moins rigide, on va dire. On a un châssis qui se tord un peu plus, donc on a tout l'assemblage qui travaille également en même temps que le châssis. Sur un fourgon, on n'a pas ce problème. Alors après, tu peux passer sur un fourgon haut de gamme, tu peux passer comme un Ford Vendôme par exemple, tu peux faire tout un tas de choix en fonction de ton budget. Difficile de t'orienter vers un modèle, après c'est plus un problème d'implantation. Le gros point noir sur un fourgon, de toute façon, ça reste la douche, qui est toujours ridiculement petite. Alors, je pense qu'il faut, le truc c'est qu'il faut vraiment axer ton choix sur une implantation et ensuite voir ce que tu peux trouver sur le marché au meilleur rapport qualité-prix. Je pense que je ne sais pas si c'est très utile d'aller mettre des sommes importantes dans un fourgon neuf par exemple, de payer vraiment beaucoup plus cher parce que le fourgon lui-même c'est le même, hein, la base est la même, c'est après au niveau des aménagements, oui, l'isolation c'est pareil, hein, ils ne sont pas plus isolés l'un que l'autre, hein. Donc c'est sur un fourgon aménagé par un aménageur qui fait ça à l'unité ou par éventuellement quelqu'un qui l'a fait lui-même, tu vas avoir beaucoup plus d'isolant souvent. Sur un aménagement qui est fait en grande série, l'isolation elle est souvent un petit peu bâclée et c'est fait d'une manière industrielle, donc on va faire les choses plutôt pratiques pour pouvoir assembler rapidement. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire, c'est difficile de t'orienter vers quelque chose de bien précis dans ce milieu parce que, encore une fois, la structure fait que tout reste très compact, très solide et se défend pas beaucoup, donc ça vieillit plutôt bien hein, en règle générale dans n'importe quelle marque, même si on part sur des marques qui sont dans le camping-car un peu bas de gamme, sur le fourgon on n'aura pas les mêmes problèmes. Laurent Galbert me demande, et le crash du drone, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je pensais filmer et en fait je filmais pas. Donc le drone, c'était pendant le tournage pour le Hummer BMC 680. Je partais à reculons et on passait, il y avait la colline qui était quand même assez raide avec des arbres et j'ai juste touché le haut d'un arbre.
Et là, il a touché les hélices. Hein. Moi, j'ai mis les gaz à fond pour essayer de remonter le drone. Et en fait, il a dévalé l'arbre. Donc, il a été ralenti par plusieurs branches. Les hélices étaient tordues. Donc, il y a même une hélice qui était manquante. Je les ai changées. J'en avais d'autres. Et le drone est reparti comme si de rien n'était. Alors, je précise, c'est un drone FPV de chez DJI avec des bras fixes. Hein. Donc, souvent, quand il tombe, tu casses les bras. Et puis, finalement, moi, ça m'est pas arrivé. Donc, je suis content. Bien que j'ai quand même pris une assurance pour ce drone, puisque maintenant quand tu achètes un drone chez DJI, tu peux avoir une assurance où ils peuvent te remplacer ton drone jusqu'à 2 ans, je crois. Tu peux prendre cette assurance et 2 fois par an, ils peuvent te remplacer un drone abîmé. Nico, là, qui me pose une question. Pascal, penses-tu qu'un PL 5 places, c'est trouvable pour 17 000 €? Je sais, ça paraît peu. Je te dirais que tout est faisable, hein, mais bon, dans quelles conditions? Et le problème, il est là. Quelqu'un qui vend un CC poids lourd 5 places à 17 000 €, c'est que le CC doit quand même avoir quelques problèmes. Hein. Alors peut-être pas des problèmes d'étanchéité, hein, peut-être pas des problèmes mécaniques, peut-être tout simplement des problèmes d'aménagement, mais à ce prix, c'est vraiment très très bas. Hein. Je pense qu'à ce prix-là, il y a une énorme part de chance qui ne tente rien à rien, ça me paraît peu. Hein. Je dirais que dans cette catégorie de CC, il y aurait éventuellement les Euramobiles qui sont en double plancher souvent. Tu peux trouver un vieil Euramobile, peut-être, mais 17 000, ça me paraît quand même très très peu. Il y a Steph qui nous demande, il aimerait bien visiter la Pologne, mais il voulait savoir quelle langue majoritaire en Pologne, est-ce qu'on peut se débrouiller avec l'anglais? Alors la langue majoritaire en Pologne... C'est polonais. Tu t'en doutais, je suppose, hein. C'est une boutade. Tu peux parler anglais de partout en fait. Hein. Ils parlent quasiment tous anglais. Voilà, donc, alors après on n'est pas allé dans la Pologne très très profonde où vraiment voilà. Mais je pense que moi je connaissais des Polonais qui habitaient en Pologne profonde et qui venaient travailler en France, ils connaissaient mais plein de langues, l'espagnol, l'anglais, l'italien, tout un tas de langues. Donc oui, je pense que oui, tu peux te débrouiller avec l'anglais. Hein? Ouais. Et bah, tu valides. Hein? Alors Nakmué nous demande s'il faut être vacciné pour venir en Pologne et si on peut se vacciner sur place. Non, non. Je pense qu'il faut absolument rien en fait. Hein, même si sur le site du gouvernement polonais, on te dit qu'il faut avoir au moment de ton entrée en Pologne, il te faut un test de moins de 48 heures, que sinon tu peux m'être mis en quarantaine. Honnêtement, au vu de ce qu'on voit ici, là tu vois, on est à Gdansk, il n'y a personne qui a le masque, absolument pas, personne. Il n'y a pas un seul masque. On a vu à Varsovie un peu plus le masque, mais encore une fois, il n'y a pas de discrimination par rapport à ceux qui ne portent pas le masque. Vraiment dans les trucs officiels comme banque, voilà, là on te dit, là on te dit, mettez le masque s'il vous plaît, mais c'est tout. C'est pas la guéguerre, masque, pas masque, et pour le reste, pour les vaccins et tout. Non, c'est pas utile de se vacciner pour venir ici. Il y a quelqu'un qui demande aussi quelles sont les règles sanitaires. C'est exactement les mêmes qu'en France. C'est les mêmes, voilà, Pareil, sur le papier c'est les mêmes. Sauf qu'ici, c'est beaucoup plus relâche en fait. On n'est pas comme en France. En France, on ne se verrait pas rentrer dans un bar sans le masque. Hein. Dans un restaurant, tu rentres avec le masque, tu as toute la procédure, on te fait remplir un papier à l'entrée et tout. Ici, tu vois pas tout ça. Voilà. Tu as les désinfectants pareils, la distanciation sociale tu as les pareil. panneaux. Hein. Les panneaux à l'entrée, les étiquettes qui disent attention, tu rentres avec le masque, mais tu vois bien, tu rentres, il n'y a personne qui a le masque. Et puis personne te regarde à travers si tu n'as pas de masque, et personne te regarde à travers quand tu as le masque. En fait, personne s'occupe de personne. Personne s'occupe de personne. Alors ça a du bon. C'est vrai que quelquefois on dit, beaucoup de gens font la gueule, mais finalement... Et actuellement, il y a sur 1 million de personnes, il y a 2 malades en Pologne. Et en France, sur on 1 est million, 52. Il y a 52 personnes. Ça, on le sait par quelqu'un qui travaille haut placé dans les statistiques pour une grosse boîte et il a toutes les statistiques. On ne va pas le dire son nom parce qu'il a un travail. Et du coup, pour lui, il reçoit les statistiques tous les jours et c'est comme ça qu'il détermine les pays à risque. Nous, on est passé dans les pays à risque parce qu'on a passé 50. Alors c'est interne, hein, c'est pas quelque chose d'officiel. On a passé les 50 cas pour 1 million.
Et la différence, en fait, pourquoi c'est pire en France? Parce qu'en France, on boit beaucoup de vin. Et vin, c'est que 13% d'alcool. En Pologne, on boit beaucoup de vodka, c'est 40%. C'est ça. Ça tue le microbe sur place. Ça désinfecte plus. En fait, quand tu as bu, quand tu vois un peu la nuit, hein, nous on avait une chambre qui donnait sur la place principale, la voie principale de Gdansk. Quand tu vois un peu le nombre de pochetrons qu'il y a à 4h du matin, ceux-là, ils n'auront jamais le Covid, jamais. Parce qu'ils sont pétés du matin au soir. Voilà. D'ailleurs, si tu viens ici et que tu viens à l'hôtel, je te déconseille de venir dans le plein centre parce qu'il y a un raffut. On a dormi avec les boules caisses. Et comme il n'y avait pas la clim, on était obligé de dormir les fenêtres ouvertes. C'est la folie. Donc Jamda nous demande si c'est plus intéressant d'acheter un véhicule dans les pays voisins d'Europe comme la Pologne par exemple, avec le change, etc. Bon, il est vrai que la Pologne a conservé sa monnaie, donc c'est le zloty, et que en ce moment c'est particulièrement intéressant pour nous Français parce que avec 1 euro tu as 4,59 zloty. Donc il peut y avoir un petit avantage à ce niveau-là. Par contre au niveau des stocks, tout est à flux tendu, hein. Ils sont un petit peu comme nous en France. Par exemple, le fameux van qu'on a présenté, dont on a parlé dans la dernière vidéo, c'est en rupture tout le temps en fait, hein. Et les commandes sont passées, tu peux même pas voir le véhicule tellement ça se vend vite, hein. C'est vendu avant je pense qu'ils doivent produire après les commandes, hein. Voilà. Donc ce serait ça la difficulté d'acheter un véhicule ici à mon avis. Ce serait plutôt le délai pour l'avoir. Alors Alain Durand qui me pose une question à moi plus particulièrement. Pascal, pourquoi tu ne réponds jamais aux messages? C'est impossible. Avec tout ce que j'ai déjà par mail, les réponses que j'ai à faire, les vidéos et tout, c'est devenu ingérable les messages. Alors de répondre à certains et pas à d'autres, je trouve que c'est pas très cool. Donc tu vois, voilà, quand là on fait une FAQ, si tu poses une question intéressante et qui peut servir à la communauté, eh ben on te la répond dans une vidéo en direct. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi déjà, et puis c'est cool pour les autres parce qu'en même temps ils profitent des réponses. Mais pour le reste, répondre aux messages aujourd'hui c'est devenu quasiment impossible avec 2 à 3 vidéos par semaine, et j'y arrive pas franchement. Chantal Védébalk qui nous pose plusieurs questions. Donc trouver un aménageur en Pologne, pourquoi pas? Nous personnellement on s'y est pas encore intéressé. Il y a un moment, c'est vrai que quand les prix étaient vraiment très bas et qu'il y avait une grosse différence avec la France, j'y pensais. J'y pensais. Il y a un bateau qui s'en va, excuse-nous. Hein. J'y pensais et puis finalement les prix ayant rejoint quasiment les prix qu'on pratique ici, j'ai laissé tomber un peu l'affaire. Bon, commander un camping-car en Pologne, ça c'est possible je pense, mais de toute façon, si tu es belge, tu as la possibilité de le commander en Belgique puisqu'il existe un concessionnaire de ce type de véhicule. Après au niveau des délais, je peux rien te garantir. Est-il encore possible de voyager et la vie en camping-car est-elle compromise avec l'histoire de ce Covid? Je pense qu'au contraire. Actuellement, c'est plutôt un échappatoire. Alors, plutôt un échappatoire, mais par contre, je pense qu'il va falloir faire l'impasse sur le tout en règle. Et il y a un moment, il va falloir se dire que c'est pas de l'incitation, hein, attention, hein, je ne voudrais pas me faire taper sur les doigts pour ça. Je pense que si aujourd'hui tu vas te faire comment? Je vais me faire quand même taper dessus. Je pense que si aujourd'hui tu es dans le tout légal à fond et de tout respecter à la lettre ce qu'on t'impose, oui, ça peut être compliqué. Si au contraire tu te dis il y a des règles, mais peut-être que je suis pas obligé de tout respecter, alors là je pense que là il y a un boulevard devant toi. Parce que tu vois par exemple ici, on t'impose un test, tu arrives, t'as pas de contrôle. Il y a des gens qui sont partis en Sardaigne, que j'ai vu sur une vidéo, je sais plus qui c'était. Il y a une chaîne YouTube, ils sont partis en Sardaigne, ils sont passés, personne ne les a contrôlés. Ils ont pris le bateau et tout, ils n'ont pas eu un seul contrôle. Et pourtant, vaccinés, testés. Je crois que c'est... Je sais plus, j'en ai vu plusieurs vidéos à ce propos de gens qui voyagent. Et il n'y a que dans les pays nordiques, comme par exemple la Suède, où là les contrôles sont un peu plus approfondis à l'entrée aux frontières. Tout dépend encore une fois, est-ce qu'ils rétablissent les frontières, est-ce qu'ils les rétablissent pas? Mais là tu vois, tu arrives en Pologne,
rien n'est respecté des règles sanitaires, en fait. Les règles sanitaires imposées par l'Europe. Je te le rappelle, là, on voit que ça s'harmonise un petit peu dans tous les pays. Alors, est-ce qu'il faut obéir à la lettre ou est-ce qu'il faut prendre le risque? Tu risques pas la prison de toute façon, hein. C'est ça qu'il faut te dire. C'est tout. Donc je pense que pour les gens qui se disent « moi je veux pas respecter tout ce qu'on me dit », eh bien cette manière de vivre elle est adaptée. Mais si vraiment tu te dis « moi je veux pas être embêté, je veux vraiment tout respecter à la lettre », ce que je critique pas non plus, hein, chacun fait comme il l'entend, ben, je pense que là en effet il faut se poser les bonnes questions. Il faut se demander si réellement ça vaut le coup d'aller se lancer dans une vie comme ça, sans vraiment connaître l'avenir. Il y a un bateau de pirates qui arrive. Là, ici, il y a des bateaux de pirates. Hello? No? Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, comme des sardines, comme des sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Tu la connais la chanson? Bah, c'est un peu ça. Ils vont rester quelques heures là-dedans. En plus, le soir, en général, ils rentrent, c'est 22 heures. Et il est minuit et demi. On a roulé toute la journée. On a roulé toute la journée dans les bouchons et tout. On est rentré en France. Tu as vu donc la FAQ aujourd'hui et dimanche tu verras notre compte rendu mer Baltique, Gdansk, Gdansk et ce qu'on a fait, c'est magnifique. Franchement, la fin du voyage était vraiment magnifique. On va profiter pour te parler des hébergements camping-car, puisqu'on est allé en visiter des magnifiques, vraiment, où on a regretté de ne pas avoir pris le camping-car. Je pense qu'on va se le refaire, mais sur une période plus longue. Et bah, tu verras tout ça dimanche. On te donne les prix, on te donne les endroits, et puis tu verras un petit peu comment ça se passe. Et puis voilà, c'est tout, hein, Chatounette. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Je ferai une vidéo aussi sur le bien fondé... sur les gens qui se posent la question de devenir nomade ou pas, et je vous donnerai mon point de vue. Je vais développer un petit peu la dernière question. Là, il y a une question qui a été posée, j'y ai répondu brièvement, mais je vais élargir le sujet et on en rediscutera dans une autre vidéo. Voilà la famille. Maintenant, on va aller prendre la douche. On va d'abord boire le thé, puisque on va boire le thé. Je nettoie les sols et tout, parce que ma chatounette était 10 jours là. Ensuite, on va prendre la douche. Et faire dodo. Et ensuite, on va aller dormir. Voilà. Bon, la famille, c'est tout ce qu'on a à te dire. Et on te dit donc à dimanche. À dimanche. Ciao. Bye bye.